hein, de faire tous ces rappels, de nous replonger dans toutes ces causes, origines. Et c'est indispensable pour mieux comprendre le sujet. Voilà, bah, écoutez, je vais juste maintenir 2-3 secondes de silence parce que nous enregistrons ce webinaire justement pour que vous puissiez le trouver en replay. Et donc, je vais laisser Anne-Lise nous présenter tout ça. Effectivement, je te laisse aussi faire le partage d'écran. Tu peux me confirmer que c'est bon? Oui. Est-ce que tu vois la bonne page? Alors, je vois la bonne page. C'est parfait. Voilà, je vais te laisser démarrer. Clap. Très bien, ben, merci Françoise. Bonjour à tous et merci d'assister à ce webinaire. Donc aujourd'hui, nous allons parler des douleurs et des inflammations intestinales. Alors, donc, vous allez voir que, comme toujours sur les webinaires Soria, c'est relativement dense. On va parler d'anatomie. Je pense que c'est important de bien repréciser les choses au niveau du système digestif et particulièrement des intestins pour bien replacer les choses au bon endroit. Je vous présenterai ensuite quelques pathologies. Alors, malheureusement, on n'aura pas le temps de toutes les voir parce que vous allez voir que déjà, juste en abordant quelques-unes, c'est déjà bien dense. Mais je pense que c'est important de bien replacer les choses dans leur contexte. On ne va pas parler que de maladies chroniques inflammatoires des intestins, mais on va parler un peu d'autres choses qui sont peut-être plus répandues et qui vont peut-être plus vous parler. Et puis ensuite, nous verrons des solutions. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour accompagner ces pathologies en naturopathie? Pardon. Donc, à l'issue de cette présentation, on aura un petit temps d'échange, enfin je l'espère, et puis donc on pourra répondre à vos questions avec Françoise. N'hésitez pas déjà quand les questions vous viennent à les poser dans le chat au fil de l'eau. Ça nous permettra ensuite de les reprendre à l'issue et puis comme ça pour vous d'être sûr de ne pas oublier une question que vous auriez eu envie de poser. Voilà, je crois que pour la petite partie introductive, excusez-moi, j'en ai terminé. J'ai essayé de me débarrasser de mon chat dans la gorge. Voilà, j'espère que ça va aller. Et puis, c'est parti. Alors, je vais très rapidement me présenter. Certains d'entre vous me connaissent déjà. Donc, je suis ingénieure chimiste, naturopathe et micronutritionniste. Donc, je travaille beaucoup avec la nutrition et la micronutrition, mais aussi avec les plantes. C'est pour quoi je suis là aujourd'hui. Les huiles essentielles et puis l'hygiène de vie, notamment par le mouvement. Donc, je consulte depuis 2017. Alors, j'ai marqué à Rosheim, là, je suis temporairement à Birch, mais enfin, ça ne va pas forcément faire une grande différence pour bon nombre d'entre vous. Donc, je donne beaucoup de conseils en nutrition, naturopathie et hygiène de vie. J'organise également avec mon conjoint, qui est accompagnateur en montagne, des séjours qui mêlent à la fois la randonnée et la naturopathie. Je suis actuellement en train de me former à tout ce qui est yoga et course à pied et marche. Et donc, bientôt, je pourrai donner des cours qui mêlent ces deux activités. Et puis, donc, je propose des ateliers d'initiation et de perfectionnement aux huiles essentielles, des interventions en entreprise, des conférences, des webinaires, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Voilà, donc assez parlé de moi et place au sujet du jour. Le système digestif. Alors, je voulais juste vous faire un petit rappel sur ce que c'est que le système digestif, puisque ça commence dans notre bouche et ça termine tout en bas du système au niveau du rectum avec l'anus. Alors, entre les deux, il y a pas mal de choses qui se passent. Alors, heureusement pour vous, on ne va pas tout détailler parce que sinon, il faudra quelques heures. Mais simplement pour que vous repositionnez bien les choses. Donc, ça commence par la bouche. Ensuite, ça descend au niveau du pharynx, de l'œsophage et arrive ensuite le bol alimentaire au niveau du foie. Du foie, qu'est-ce que je raconte? De l'estomac. Intervient bien entendu le foie, la vésicule biliaire, le pancréas dans la bonne digestion au niveau de l'estomac, donc par la sécrétion de sucs digestifs, d'enzymes digestives. Le bol alimentaire continue son petit chemin. Alors là, je fais vraiment très, très vite, mais en gros, c'est comme ça que ça se passe.
Donc, le bol alimentaire continue son petit chemin, sort de l'estomac et arrive au niveau de l'intestin grêle cette fois-ci. Donc, sur le dessin, ce que vous voyez, c'est en orange. Donc, vous voyez que l'intestin grêle, c'est un gros amas très, très recroquevillé sur lui-même. Et effectivement, il est très, très long. On va le voir par la suite puisque je vais rentrer dans le détail, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, une fois que le bol alimentaire a fait tout son chemin au niveau de l'intestin grêle, eh bien, il va rentrer dans le gros intestin. Donc, sur le schéma, c'est ce qu'on voit en vert. Alors, le gros intestin, donc le bol alimentaire va parcourir le gros intestin dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, ce sera d'abord sur le schéma à gauche, il va remonter, puis il va partir en transverse et il va enfin redescendre pour finalement terminer sa course par le rectum. Donc, voilà en vraiment quelques mots le système digestif. Je pense que c'est plus intéressant qu'on rentre vraiment dans le détail finalement des deux organes qui vont beaucoup nous intéresser aujourd'hui, qui sont l'intestin grêle et le côlon. Donc, le côlon qu'on appelle aussi gros intestin. Donc, l'intestin grêle, je rappelle un petit peu l'anatomie, vous voyez où il est placé. Donc, finalement, dans l'abdomen, il est situé en retrait, plutôt derrière le côlon, qui va plus être proéminent et sous l'abdomen, la peau. Alors, juste pour rentrer dans le détail aussi de l'intestin grêle, il est traditionnellement séparé en 3 parties. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça va être vraiment trop compliqué, mais il faut juste que vous reteniez qu'il y a une première partie qu'on connaît assez bien, qui est le duodénum, qui est vraiment celui qui est en sortie de l'intestin. Ensuite, on a une deuxième partie qui s'appelle le jéjunum. Et enfin, la troisième partie qui sera la partie terminale de l'intestin grêle avant de rentrer dans le côlon, qui est l'iléon. Retenez simplement ces 3 notions parce que ça peut avoir une importance dans l'hémicie notamment, mais voilà, c'est surtout ça qui est intéressant. Retenez également sa longueur. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la longueur moyenne de l'intestin grêle, il fait entre 6 et 7 mètres de long. Donc, pour un adulte, bien sûr, c'est juste énorme. On se dit, mais comment est-ce que je fais pour avoir 6 à 7 mètres d'intestin grêle là, juste dans mon abdomen? Eh bien, si c'est possible, et vous allez comprendre pourquoi. L'intestin grêle, il sert à énormément de choses. Alors, il a une première fonction vraiment principale qui est la digestion. Qu'est-ce qui se passe dans l'intestin grêle? Il y a toute une partie de séquençage, de coupage, on va dire, de grosses molécules en plus petites. Alors, donc, vous savez qu'en nutrition, on a 3 macromolécules, macronutriments, les grandes familles qui sont les glucides, les lipides et les protéines. Donc, les glucides sont déjà un petit peu prédigérés par la salive et par l'estomac. Ils arrivent au niveau de l'intestin grêle sous forme de polysaccharides, donc finalement des assemblages de petites molécules de sucre. Et donc, ça va être transformé en sucre simple au niveau de l'intestin grêle. Les lipides, quant à eux, ils ont été un petit peu prédigérés, mais pas beaucoup. Et donc, ils vont poursuivre leur digestion en étant transformés en acide gras et en glycérol, un alcool. Et les protéines, elles aussi, elles ont commencé leur digestion dans la bouche. Elles vont être transformées d'abord en peptides, qui sont des plus petites molécules, mais encore des grosses. Et enfin, en acides aminés, ça c'est un terme dont on entend parler. Les acides aminés, c'est justement ce qui va pouvoir être exploité par l'organisme. Grâce à des enzymes gastriques, pancréatiques, donc des enzymes sécrétées par l'estomac, des enzymes sécrétées par le pancréas, mais aussi des enzymes qui sont sécrétées par l'intestin grêle, tout ce petit travail va pouvoir être réalisé. Et ça va aussi être réalisé par des bactéries. Donc ça, c'est des choses dont on entend pas mal parler. C'est ce qu'on appelle le microbiote. Donc c'est toute cette petite population de bactéries, des bonnes, des moins bonnes, qui cohabitent normalement en toute harmonie, de manière à pouvoir faire ce travail de digestion, entre autres. La deuxième grande fonction de l'intestin grêle, c'est d'absorber les nutriments que l'on ingère. Donc, vous voyez que juste avant, je vous ai parlé des glucides, protéines et lipides. Il n'y a pas que ces nutriments-là que l'on ingère et dont l'organisme va se servir. Ces nutriments, ils sont intégrés au travers on va dire, de petites brosses que je vais détailler par la suite, qui permettent de laisser passer ce dont on a besoin et de ne pas laisser passer ce qui est plutôt pathogène pour l'organisme. Donc, on va avoir des nutriments qui vont être plutôt solubles dans l'eau,
hydrosolubles. Ceux-ci, ils vont passer d'abord dans les capillaires, puis en fait, ils vont être véhiculés vers le foie par la veine porte. Ceux qui sont liposolubles, donc plutôt style des graisses, solubles dans les graisses, eux, ils vont être véhiculés plutôt par le système lymphatique et ils vont rentrer directement dans la circulation. Et enfin, un élément très important, donc c'est ce dont je vous parlais, ce filtre qui a lieu au niveau de la muqueuse, donc la paroi des intestins. Et c'est à ce titre-là qu'on parle, quand cette muqueuse n'est plus perméable ou imperméable comme elle devrait l'être, c'est-à-dire qu'elle laisse passer des nutriments qu'elle ne devrait plus laisser passer, c'est à ce moment-là qu'on parle d'hyperperméabilité intestinale. Et là aussi, je vais détailler les choses par la suite. Là, on est vraiment juste dans de l'anatomie pour que vous compreniez bien quelles sont les fonctions de l'intestin grêle. Alors, j'ai mon diaporama qui ne veut plus avancer. Pourquoi? Ah, ça y est. Troisième grande fonction de l'intestin grêle, c'est le mouvement et le brassage. Pourquoi? Parce que, en fait, la nourriture, le bol alimentaire, n'avance pas comme ça tout seul par magie. En fait, il y a des vrais mouvements qui sont commandés et qui permettent de faire à la fois progresser le bol alimentaire, qu'on appelle le chyme, tout au long de l'intestin, mais à une vitesse qui est calculée et logique de manière à pouvoir effectuer ces deux premières grandes familles de fonctions qui sont la digestion et l'absorption des nutriments. Et la deuxième grande fonction dans cette famille mouvement et brassage, c'est aussi le mélange. C'est-à-dire que faut un peu vous figurer comme un ver de terre, c'est-à-dire que finalement, ça va avancer un petit peu par ondes. Et grâce à des mouvements assez mécaniques de l'intestin grêle, il y a une fonction de mélange et de brassage, ce qui permet en fait de mélanger le chyme, donc le bol alimentaire, avec les différents enzymes digestifs de manière à ce que ces enzymes fassent bien le travail et que chaque nutriment soit concerné par les enzymes. Alors, le débit quotidien de cet intestin grêle, il est quand même de 10 litres par jour. C'est juste énorme. Et c'est vrai que c'est intéressant quand même d'avoir des données chiffrées comme ça. Moi, en préparant cette présentation, je me suis remis dans ces chiffres et je me suis dit, waouh, on a quand même un outil dans notre dans notre système digestif qui est vraiment très, très puissant. Alors, le côlon, ou gros intestin, lui, il n'est pas en reste, puisqu'il fait également 1,50 m, donc c'est relativement long aussi, puisqu'il ne fait pas des allers et retours comme ça. Donc, il a trois grandes parties qui sont le côlon ascendant, donc ici sur la partie gauche de votre dessin, le côlon transverse et le côlon descendant, juste avant le côlon sigmoïde, qui va se terminer par le rectum et l'anus. Alors, les grandes fonctions du côlon, on a là aussi une fonction d'absorption de nutriments. Alors, qu'est-ce qui va rester? Il va rester l'eau. Cette fonction-là, elle est très importante à comprendre dans le cadre de la gestion du transit. Le transit, il va être régulé notamment par le pourcentage d'humidité de l'eau, des sels. C'est-à-dire que les sels ne pourront être correctement cheminés puis évacués que si elles ont un certain niveau d'humidité. Donc, c'est grâce à cette fonction du côlon, donc d'absorption du surplus d'eau, ou alors de la restitution d'eau, que les sels vont pouvoir cheminer correctement. On a également une fonction d'absorption du sel et donc certaines vitamines qui n'auront pas été absorbées préalablement, notamment la vitamine K et la vitamine B12. Le côlon, il a aussi une fonction de sécrétion. Il va sécréter le mucus. Alors le mucus, c'est d'ailleurs des choses qu'on peut des fois voir dans les selles. C'est quelque chose qui est un petit peu gélatineux, blanc, qui va faire penser un petit peu à quand on se mouche et puis qu'on sécrète un peu des glaires qui sont un petit peu gélatineuses comme ça. Le mucus, en fait, sert à protéger les parois des intestins et va permettre aussi, bon, on s'imagine relativement bien la chose, à bien faire transporter, coulisser les fesses, donc les selles, au niveau du côlon. Le côlon sécrète aussi des bicarbonates.
notamment pour neutraliser l'acidité de l'action bactérienne. Hein. Donc là aussi, il y a énormément de bactéries au niveau du côlon. Et cette activité bactérienne a plutôt tendance à générer des déchets acides. Et donc, pour neutraliser ça et éviter que le côlon soit en milieu trop acide, eh bien, on a une sécrétion de bicarbonates qui vont tamponner cette acidité. Et puis, donc, voilà, il y a vraiment une activité très, très forte au niveau bactérien, beaucoup plus forte encore qu'au niveau de l'intestin grêle, avec une flore intestinale, donc une flore colique, hein, on va l'appeler colique, qui permet d'attaquer les résidus alimentaires, qui va produire un certain nombre de gaz, plus ou moins bénéfiques, plus ou moins utiles pour notre fonctionnement, et qui va permettre de synthétiser les fameuses vitamines qui seront réabsorbées au niveau du côlon, donc vitamine K et vitamine B12. Et enfin, le côlon permet de produire et de transporter les matières fécales. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, va permettre d'absorber l'eau qui sera en excès. Donc, ces matières fécales qui sont composées de 3/4 d'eau et qui vont contenir du coup 25% de matière solide. Et alors, il faut savoir que nos selles, elles sont constituées quand même, pour ce qui est des matières solides, de 1/3 de bactéries mortes. Donc, ces bactéries qui jouent vraiment un rôle très, très important au niveau de notre flore intestinale, eh bien, quand elles sont mortes, elles sont simplement évacuées au niveau des selles. Alors justement, petit zoom maintenant sur la muqueuse intestinale. Donc ici, je vous ai mis un petit dessin qui fait en fait un zoom étape par étape. Donc on voit qu'on prend finalement une petite partie de l'intestin grêle. Donc vous voyez la forme de la muqueuse intestinale. Elle a cette forme de microvillosité. Donc, c'est le troisième schéma finalement. Vous voyez qu'à chaque fois, quand on zoome, on se rend compte qu'il y a toujours des plis. Donc, on voit sur le deuxième schéma qu'il y a déjà des plis, qu'au niveau de chacun de ces plis, il y a encore des plis. Et donc, le dernier schéma à droite, vous voyez qu'il y a encore des plis, hein, ce qu'on appelle des bordures en brosse. Hein, ça fait un petit peu une coiffure en brosse comme ça. Eh bien, ça fait encore des plis. Donc, finalement, on se rend compte que la muqueuse intestinale, si on tire tout très fort, eh bien, ça fait une surface énorme. Il me semble que j'en parle après, ça fait la surface pratiquement d'un terrain de tennis. Vous imaginez, hein, donc à quel point c'est plié. Alors, on va comprendre pourquoi. Hein. Donc, voyez un petit zoom qui sera peut-être un petit peu plus lisible ici au niveau de ces microvillosités. Donc, vous voyez que finalement, on a une irrigation avec des capillaires sanguins qui vont permettre de capter les nutriments au niveau de cette jonction et de cette microvillosité. Alors, c'est très important parce que finalement, c'est à ce niveau-là que va se jouer l'hyperperméabilité intestinale, qui est l'une des causes de maladies inflammatoires des intestins. Hein, donc, c'est pour ça que ce rappel anatomique, il est vraiment intéressant à bien comprendre pour bien appréhender ces inflammations intestinales. Ah ben voilà, mon fameux chiffre, hein, donc la muqueuse intestinale, quand vous tirez tout très très fort, eh bien, on se rend compte que ça fait au moins 200 mètres carrés. Hein, donc c'est l'équivalent d'un court de tennis, c'est juste énorme, on a vraiment du mal à s'imaginer ça. Donc cette muqueuse, elle est constituée d'une seule couche de cellules et ces cellules sont collées très très étroitement les unes aux autres. Donc c'est ce qui permet de faire une frontière entre l'organisme et ce qui transite par l'intestin. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va avoir une absorption, avec une fonction de filtre. Hein. Donc, ça laisse passer que ce dont l'organisme a besoin, avec des molécules qui sont inférieures à une certaine taille. Donc, typiquement, c'est aussi là qu'il faut bien comprendre. Si les phases amont de la digestion, donc les différents coupes, hein, vous vous souvenez, je vous ai parlé des protéines, des lipides, des glucides, qui sont coupés grâce aux enzymes digestives, grâce d'ailleurs aussi à l'action mécanique que vous allez faire dans la bouche. On obtient donc du coup au fur et à mesure qu'on descend dans le système digestif des molécules de plus en plus petites. C'est sûr que si cette fonction amont ne s'est pas bien faite, ça risque de poser des problèmes au niveau des intestins avec une éventuelle perméabilité intestinale parce que des molécules de trop grosse taille vont avoir tendance à vouloir passer au niveau de cette barrière.
Donc, un petit rappel avec cette sécrétion du mucus, hein, quand même 1 litre par jour, ce n'est pas négligeable. Alors, encore un petit zoom au niveau du microbiote intestinal cette fois-ci. Le microbiote, donc c'est cette fameuse population de bactéries, des bonnes bactéries, des moins bonnes, normalement. Donc, tout ce petit monde cohabite sans aucun souci. Alors, on pense souvent au microbiote intestinal, mais finalement, du microbiote, il y en a un petit peu partout. Alors, l'un des exemples auxquels on ne pense pas trop, c'est sur la peau. On a un microbiote sur la peau. C'est d'ailleurs pourquoi il ne faut pas tout le temps se laver les mains avec du gel hydroalcoolique, parce qu'on finit par supprimer complètement la flore qui est sur nos mains. Donc, le savon est une bonne chose aussi, ou simplement de l'eau déjà pour enlever, on va dire, juste la saleté, si on veut juste faire ça. Donc, du microbiote, on en a aussi dans la bouche, on en a dans le nez, dans le pharynx, on en a dans les poumons. Alors, tout cela, ils sont un petit peu moins connus. Après, on en a dans le système digestif. Donc, dans le système digestif, il y en a un petit peu dans l'estomac, hein. Vous voyez ici, c'est indiqué qu'il y en a de 10 à 1000 bactéries par millilitre. Donc, ce n'est pas forcément énorme. Dans l'intestin grêle, il y a aussi une population de bactéries, mais c'est vraiment dans le côlon qu'il y a des bactéries en nombre le plus important. Et donc, si je continue à descendre, il y a encore un endroit où il y a un microbiote, c'est le vagin chez la femme. Et c'est d'ailleurs souvent quand on a des déséquilibres de ce microbiote que l'on peut développer des pathologies comme des mycoses. Alors, si on revient sur notre microbiote plutôt intestinal, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc globalement, on a environ en tout 100 000 milliards de bactéries qui vivent dans nos intestins. Donc, vous imaginez bien que, évidemment, si on a une petite détérioration, normalement, l'intestin en forme arrive à régénérer ce qui a été détérioré. Mais vous allez voir que dans certains cas, eh bien, ça peut mener à un déséquilibre du microbiote et c'est là qu'il va falloir le prendre en main. Les fonctions de ce microbiote, elles sont au nombre de 4 ici. Il y en a, on va dire 2 qui sont quand même assez connues. La première, tout à fait évidente, c'est la fonction digestive. La deuxième, dont on parle de plus en plus, c'est la fonction immunitaire, c'est-à-dire que ça peut être à la fois une déficience de votre immunité, vous tombez souvent malade, ou bien un emballement de votre système immunitaire, c'est tout ce qui est allergie. Donc, il faut y penser quand on a des allergies. Troisième fonction qui commence aussi à être connue, c'est la fonction neurologique. Dans les intestins, il y a notamment la sécrétion de sérotonine. Donc la sérotonine, un neurotransmetteur qui va permettre d'équilibrer l'humeur notamment. Et donc, il est clair que si les intestins, et notamment la flore intestinale, ne fonctionnent pas correctement, on peut avoir des déséquilibres au niveau neurologique. Et la quatrième fonction, c'est une fonction métabolique, donc celle-ci qui est encore très peu connue, très peu documentée, mais notamment qui travaille, il y a des travaux, des études qui sont publiées sur un lien entre déséquilibre du microbiote et obésité. Donc, ce microbiote, il faut savoir que votre microbiote à vous n'est pas du tout le même que le microbiote de votre voisin. Chacun a ses propres espèces de bactéries. On en a environ 160 qui sont propres à chaque individu. Voilà, quoi vous dire d'autre que je ne vous ai pas encore dit? Je pense que c'est à peu près tout. Alors, quelques petits rappels encore par rapport à la fonction du microbiote intestinal. Donc, ce microbiote, il va permettre de bien assimiler les nutriments, de gérer l'arrivée de substances étrangères. Alors, des substances étrangères, même si on fait vraiment attention, on y est quand même soumis. C'est tout ce qui est présent dans l'alimentation qu'on ne souhaite pas, présent également dans les médicaments. Tout ce qui est micro-organismes, donc là pareil, même si on fait attention, forcément on y est soumis, donc les bactéries, les virus, les champignons, pour ne citer que. Donc la sérotonine, je vous en ai parlé, donc le microbiote permet de réguler la sécrétion de cette sérotonine. Le microbiote permet également de fabriquer un autre neurotransmetteur qui est le GABA, qui là aussi contribue au bien-être.
Et donc, encore une fonction, donc là plus au niveau digestif, hein, c'est donc la régulation du transit intestinal. C'est l'un des premiers réflexes qu'on doit avoir quand on a des soucis de transit intestinal à partir du moment où l'alimentation et la boisson sont correctes. Encore une petite fonction avant une dernière qui est le renouvellement de la muqueuse intestinale. Hein. Donc, nos petites bactéries, elles participent au renouvellement des cellules mortes des intestins. Et enfin, bien entendu, le microbiote participe à une bonne digestion. Je crois que j'en ai encore oublié. Oui, voilà, c'est la production de vitamine B et de vitamine K. Donc, vous voyez que le microbiote a vraiment plein de fonctions et que c'est pour ça qu'on s'en préoccupe de plus en plus. On en entend vraiment beaucoup parler. Ça fait, on va dire, une dizaine d'années que c'est vraiment très documenté. Alors, maintenant qu'on a fait ces petits rappels anatomiques, hein, qui n'étaient pas si petits finalement comme rappel, on va rentrer plus dans le détail des pathologies. Alors, je vais parler d'une première pathologie qui est la dyspepsie, qui finalement n'est pas que en lien avec les intestins, puisque quand on parle de dyspepsie, on parle de problèmes de digestion lente, de digestion douloureuse, mais sans lésion particulière du système digestif. Les symptômes, c'est des choses qu'on peut rencontrer très fréquemment, des pesanteurs, des ballonnements, des maux de tête, de la somnolence, des flatulences, enfin plein de choses très réjouissantes à l'heure du déjeuner. Alors, en ce qui concerne l'étiologie, donc l'origine de la dyspepsie, évidemment, c'est pas exhaustif hein, comme liste, mais on peut citer notamment des problèmes. Alors déjà, tout simplement une fragilité de terrain. Hein, certaines personnes sont plus fragiles que d'autres, mais aussi des erreurs diététiques qui mettent à mal le système digestif et le stress qui va avoir une contribution très importante au niveau de la gestion de la digestion. Donc, avec une inhibition en fait, des bonnes fonctions digestives quand on est trop stressé. Donc là, bien entendu, le naturopathe aura à cœur d'essayer d'identifier quelles sont les causes de manière à pouvoir les supprimer plutôt qu'à simplement supprimer les conséquences. Mais je pense que je ne vous apprends rien. Deuxième pathologie très courante du système intestinal, bien entendu, c'est la dysbiose. Donc la dysbiose, c'est juste un autre nom pour parler de déséquilibre du microbiote intestinal. Alors là, au niveau des symptômes, pareil, on peut avoir des symptômes vraiment très variés. Donc vous voyez que c'est des choses qui sont quand même peu ou prou assez ressemblantes de ce qu'on a vu juste avant avec la dyspepsie. On va aussi rajouter éventuellement des problèmes projetés, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément en lien avec le système digestif. Vous voyez des choses comme des maux de tête, des troubles du sommeil, des douleurs, soit au niveau des lombaires, soit au niveau pelvien. Donc, c'est des choses qui sont en lien avec la dysbiose, mais qui ne sont pas directement impactantes sur le système digestif. Alors, quelles sont les causes de dysbiose ? Donc, vous voyez qu'elles sont relativement nombreuses. Alors, on a de nouveau hein, le problème de ce que l'on met en bouche qui peut mener à mal notre système digestif, hein, donc avec des polluants, des additifs, etc. Une alimentation qui va être inadaptée. Alors, il y a quelque chose qu'il faut vraiment savoir quand on parle de dysbiose, ce sont les édulcorants. Tout ce qui est édulcorant peut mettre à mal notre microbiote intestinal. Il y a juste un micro là qui a été réactivé. Voilà, si on peut juste le désactiver. Le stress, donc ça je vous en ai déjà parlé, il a vraiment une action très délétère, notamment sur la flore intestinale. Donc la prise de médicaments, alors le truc très évident, c'est les antibiotiques, puisque donc par définition, un antibiotique va tuer les bactéries, à la fois les mauvaises, mais aussi malheureusement les bonnes. Donc il y a un gros travail à faire après une prise d'antibiotiques. La ménopause qui peut avoir un impact sur le microbiote, hein, ce n'est pas obligatoire, la prise d'alcool, le sport intensif par des phénomènes qu'on appelle d'ischémie-reperfusion peut avoir un impact sur en tout cas c'est à répétition, peut avoir un impact sur l'équilibre du microbiote et puis bien entendu des infections bactériennes qui peuvent mettre à mal le bon équilibre entre ces différentes bactéries. Autre pathologie, donc cette fois-ci, c'est la constipation. Alors la constipation,
on a coutume de dire qu'on est constipé quand on fait moins d'une selle par jour, et ceci de manière répétée. Un jour, on a le droit de ne pas faire de selle, mais quand ça vient de manière répétée, là, on parle de constipation. Ensuite, on parle aussi de constipation. Alors, j'espère que je vais pas vous couper l'appétit. Quand on parle d'une consistance, alors vous voyez qu'il y a une échelle quand même pour évaluer la consistance des selles, donc qui va de 1 à 7. Et la constipation, l'écran est fendu. Elle est plutôt entre… Alors, attends, je vais couper mon micro là. Françoise, est-ce que tu peux juste couper le micro, si tu veux bien ? Donc, la constipation, on est sur des consistances de 1 à 3. Donc, voilà, vous pouvez regarder dans votre cuvette pour voir quelle est la consistance de vos selles. Et donc, vous pouvez évaluer à quel niveau vous vous trouvez. Alors, les causes sont relativement nombreuses. Donc, la première, la plus évidente, c'est qu'en fait, il n'y a pas un niveau d'humidité suffisamment important. Donc, il faut simplement boire plus. Une alimentation déséquilibrée, la prise de médicaments avec des effets, des dommages collatéraux, on va dire. La grossesse, ça c'est très connu aussi. Le stress. Alors après, il y a certaines personnes, soit elles sont constipées, soit au contraire, elles ont des diarrhées quand elles sont soumises au stress. Ça, c'est au niveau de la tolérance personnelle. Également les déplacements, donc quand on n'est pas chez soi bien confortable ou qu'on est soumis à un décalage horaire, ça peut vraiment mettre le transit à mal. Plus on avance dans l'âge et moins le transit va se faire correctement. Un mode de vie trop sédentaire, c'est-à-dire qu'on ne fait pas assez d'activité physique qui va stimuler le transit intestinal. Et enfin, j'ai rajouté également la dysbiose, donc le déséquilibre de la flore intestinale qui peut avoir un impact sur la digestion, la constipation. Autre symptôme, autre pathologie de l'intestin, c'est ce qu'on appelle soit le syndrome de l'intestin irritable, soit la colite spasmodique. Il y a encore d'autres thèmes, colopathie fonctionnelle. Voilà. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que on met là-dedans un petit peu tout, c'est-à-dire qu'on a des symptômes qui sont très variés, qui ressemblent à de la dysbiose, mais pas forcément uniquement de la dysbiose. Donc, vous voyez qu'on rajoute, par exemple, des alternances entre diarrhée et constipation. Là, ça doit quand même vous faire poser des questions. Ça peut remonter au niveau de l'estomac, vous pouvez avoir des vomissements, vous pouvez avoir du mucus dans les selles. Donc, vous voyez qu'on n'est pas complètement sur les symptômes de la dysbiose. En tout cas, donc vraiment une chose à retenir très importante quand on parle de colite spasmodique, c'est que la présence de sang dans les selles, ce n'est pas un symptôme de colite spasmodique. Donc, sang dans les selles égale consulter. Surtout, gardez bien ça à l'esprit. Alors, il est fatigué, ma présentation, elle ne veut pas. Quelles sont les causes de cette colite spasmodique ou syndrome de l'intestin irritable? Donc, évidemment, un microbiote qui va être altéré, donc il va pas être content et il va vous le faire savoir. Mais aussi donc, la perméabilité intestinale qui ne fonctionne plus correctement, des infections, l'alimentation, une mauvaise alimentation qui ne m'entend plus. Est-ce que vous m'entendez? C'est tout bon? On va dire que oui. Donc le stress et l'anxiété et la personnalité vont avoir vraiment un impact très important sur le bon fonctionnement et sur le côté apaisé de l'intestin. L'hyperperméabilité intestinale, donc vous voyez que c'est en fait en réalité une inflammation de la muqueuse intestinale avec un problème de mort des cellules, ça c'est normal, mais un mauvais renouvellement. Et l'autre problème, c'est le passage à travers et non plus entre les cellules de la muqueuse. Vous vous souvenez avec ces fameuses villosités, eh bien en fait, au lieu de passer entre ces cellules, on passe à travers. Donc on fait des trous en fait, c'est comme ça qu'il faut se l'imaginer. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir pas mal de causes sur l'hyperperméabilité intestinale. Il y en a pas mal qui sont en lien avec l'alimentation.
Donc, des choses qui sont documentées, hein, ce n'est pas des vues de l'esprit. Trop de gluten ou carrément une allergie, évidemment. La caséine, donc, qui est en fait la protéine des produits laitiers de vache. L'alcool, l'abus de médicaments, le sucre, tout ce qui est aliments transformés et toujours mon stress qui revient en permanence. Alors, les conséquences, eh bien, elles sont relativement nombreuses. Elles ressemblent aussi à celles qu'on peut avoir dans une dysbiose, mais pas que, puisque là, on va avoir une inflammation. Donc, l'inflammation, c'est ce qui peut mener à ces fameuses MICI, hein, donc les maladies inflammatoires chroniques des intestins qu'on va voir juste ensuite. Ça peut aussi mener à une intolérance alimentaire, à des douleurs, à des mauvaises absorptions. Hein. Donc ça doit aussi faire un petit tilt hein, quand on a des carences, des troubles du transit, bien entendu. Alors, ces fameuses MICI, eh bien, il y en a deux. Donc, la première, c'est la maladie de Crohn. Et la deuxième, la rectocolite hémorragique qu'on appelle anciennement colite ulcéreuse. Donc, vous voyez que sur ce petit schéma, la maladie de Crohn comme la rectocolite hémorragique vont toucher différentes parties du tube digestif. Alors, Crohn, ça va vraiment depuis la bouche jusqu'à l'anus, alors que la RCH, hein, donc la rectocolite hémorragique, c'est uniquement le côlon, hein, donc soit carrément le rectum ou bien le côlon. Donc, au niveau des symptômes, eh bien, ce sont les symptômes que l'on a vus juste avant, avec des inflammations du tube digestif. La plupart du temps, c'est plutôt des diarrhées, hein, ce n'est pas de la constipation, avec des impériosités, c'est-à-dire des envies vraiment très, très pressantes d'aller à la selle. Souvent, il y a de l'amaigrissement, il y a de la fatigue, il y a de la fièvre. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces maladies inflammatoires, on peut avoir des périodes où tout va bien, et puis on a des périodes de poussée qu'on appelle des périodes de crise, où là, vraiment, tout va très mal. Alors, petit zoom hein, sur la maladie de Crohn. Vous voyez ici le schéma d'un intestin normal et le schéma d'un intestin qui est soumis à la maladie de Crohn, où on va avoir des parois qui sont épaissies, une enveloppe de graisse autour de la paroi de l'intestin, des fissures, et puis au contraire à l'intérieur un intestin qui va avoir une apparence creuse. Donc tout ça qui va bien entendu provoquer d'intenses douleurs, des diarrhées chroniques qui peuvent être accompagnées de sang. C'est pour ça que je vous disais attention quand il y a du sang dans les selles, il faut consulter. Une fatigue chronique, une perte de poids et une mauvaise absorption des nutriments et puis bien entendu des douleurs en permanence, en tout cas pendant les périodes de crise. La rectocolite hémorragique, donc celle-ci, elle va toucher plutôt la partie terminale du côlon. Les symptômes sont à peu près les mêmes que sur la maladie de Crohn. On va avoir plus d'impériosité, hein, donc les fausses envies pressantes d'aller à la selle, pas mal d'écoulement de glaire sanguine, des saignements à l'anus, surtout si la rectocolite se loge au niveau du rectum. Alors, encore quelques petites pathologies, je ne vais pas les détailler là, mais gardez-les à l'esprit. Une qui a été vraiment démocratisée par Dora Muto, qui a écrit À fleur de paix, je ne sais pas si vous en avez eu connaissance, donc le SIBO, qui est en fait une pullulation bactérienne au niveau de l'intestin grêle, cette fois-ci, et qui provoque des douleurs post-repas assez intenses avec des ballonnements et là aussi des gaz et des paix, justement. Des diarrhées, donc je n'en parle pas aujourd'hui, mais donc sachez qu'une diarrhée, c'est plus de 3 selles molles ou liquides par jour. Des alternances entre la diarrhée et la constipation, là, on n'est pas bon non plus. Alors, au-delà de la consistance, sachez que la couleur des selles est aussi très importante. Hein. Vous voyez, je vous ai mis la petite échelle colorimétrique ici des selles. Bon appétit pour ceux qui sont en train de manger. La diverticulose, les polypes, bon là donc on vient dans des pathologies qui sont évidemment qui nécessitent une consultation, la parasitose, la candidose et bien entendu les cancers du système digestif, particulièrement le cancer du côlon. Alors, maintenant qu'on a vu toutes ces pathologies, eh bien, je vais vous proposer quelques solutions naturopathiques basées sur les 3 piliers principaux, donc l'alimentation, la gestion du stress et puis le mouvement et la respiration.
Alors, juste un petit rappel concernant l'impact du système nerveux, notamment sur les fonctions digestives. Donc ici, sans rentrer dans le détail, en fait, c'est simplement pour voir l'influence du système nerveux sympathique et parasympathique sur le processus de digestion. Donc, vous voyez ici qu'on a une influence importante du système nerveux parasympathique sur les bonnes sécrétions au niveau de l'estomac, de la vésicule biliaire et du pancréas, donc pour faciliter la digestion, et également au niveau de l'intestin grêle et du côlon pour bien dilater les vaisseaux sanguins et permettre une bonne absorption et une bonne circulation. Donc, tout ceci facilité par le système nerveux parasympathique, c'est-à-dire tout le contraire du stress. Alors, constipation, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, comme je vous disais juste avant, le premier réflexe, c'est déjà de vérifier que l'on boit suffisamment et que l'on boit de manière assez régulière. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de boire 1 litre le matin et puis de plus boire le reste de la journée. Ça, ce n'est pas bon. Il faut vraiment boire très régulièrement tout au long de la journée. Bien entendu, le deuxième geste très classique à vérifier, c'est la consommation de fibres. Est-ce que je mange suffisamment de fruits et légumes, non épluchés notamment, puisque vous savez que les fibres se logent vraiment sous la peau des fruits et des légumes. Je consomme du cru et du cuit, pas que du cuit par exemple, puisque les fibres sont encore plus présentes à l'état cru. Mais il ne faut pas consommer que du cru non plus. Tout ce qui est féculent, est-ce que je consomme à minima du semi-complet? Est-ce que je consomme également des légumes secs qui contiennent beaucoup de fibres, comme les lentilles, du son, des graines comme les graines de lin ou de chia qui contiennent beaucoup de fibres? Alors, certains aliments qui sont particulièrement utiles en cas de constipation, vous voyez, je vous les ai listés ici, c'est des choses qui sont assez connues, donc je ne rentre pas dans le détail. Également, quelque chose que vous pouvez intégrer, c'est le pollen, et particulièrement, alors le pollen frais, pas le pollen déshydraté, et particulièrement le pollen de cyste qui est très riche en probiotiques et qui contient également des fibres, donc des prébiotiques, nourriture des probiotiques. Alors, certaines personnes sont très sensibles à un rituel. C'est un petit peu comme le sommeil. Notre corps, il aime bien la régularité. Et donc, pour aller à la selle, c'est pareil, avoir son petit rituel. Donc, y aller à heure fixe, être plutôt détendu, reproduire la position accroupie qui va permettre de faciliter la descente des selles en mettant les pieds sur un tabouret. Et surtout, ne pas pousser parce que pousser, ça provoque des descentes d'organes, entre autres, ou des poussées hémorroïdaires pas très agréables non plus. Donc, bien rester sur son petit rituel. Important aussi pour stimuler le transit, c'est l'activité physique à impact comme la marche ou la course à pied. Par exemple, le vélo aura moins d'impact. On comprend assez bien que les impacts vont permettre de faire avancer les selles dans le tube digestif. Il y a certaines postures de yoga, certaines respirations et certains massages qui, là aussi, vont pouvoir faciliter l'activation de l'avancée des fesses au niveau du côlon. Et surtout, bien sûr, éviter les lavements, sauf cas critiques. Mais en fait, les lavements mettent à mal la flore intestinale et provoquent des irritations. Donc, vraiment, il faut essayer de limiter ça au maximum. Donc, on peut aussi recourir à des laxatifs. Donc, c'est quand même autre chose que les lavements. Alors, des laxatifs de l'Est qui existent sous plusieurs formes. Donc, on a les fibres, les pectines ou les mucilages. Donc, les fibres, vous voyez, on peut les trouver sous forme insoluble, comme par exemple le son de blé ou les fibres des légumes verts. On va aussi les trouver sous forme soluble. Donc, moi, je vous conseille plutôt cette forme-là qui sera beaucoup plus douce. Donc, qu'on va trouver dans des fruits comme les pommes, qu'on va trouver dans des gommes. Alors, bon, à voir, parce que ce n'est pas forcément très, très facile et très agréable à consommer. Ou bien comme des mucilages qui ont un intérêt, c'est que ça permet aussi de cicatriser et d'apaiser quand il y a des irritations. Vous voyez ici, par exemple, du psyllium qui sera très intéressant. Laxatifs mécaniques, alors bon, là, on fait attention parce qu'ils sont beaucoup plus agressifs. Moi, perso, j'aime pas trop proposer ça. Le séné, la rhubarbe, voilà. Prudence avec ces laxatifs mécaniques. On peut aussi recourir à des probiotiques. Alors, vous voyez qu'ici, les laboratoires Soria proposent des probiotiques. Alors, l'intérêt ici, c'est qu'on a des prébiotiques, donc des fibres sous forme d'inuline.
des probiotiques, donc on va avoir des micro-organismes, et on va avoir aussi des enzymes digestives. Donc ici, on est vraiment sur un produit qui est très centré sur le système digestif, donc sur des problèmes de ballonnement, de digestion lente, et puis bien entendu de constipation. Alors, des fois, la constipation peut être d'origine de congestion hépatobiliaire. Donc, ça peut être intéressant dans ce cadre-là de recourir à un drainage du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas. Donc, par exemple, avec le produit phare de chez Soria, qui est le Cirasil. Mais on peut aussi tout simplement recourir à du bol d'eau. Alors, c'est une plante que j'aime bien parce qu'elle est assez simple à mettre en place. Elle permet de décongestionner le foie, de traiter la constipation par la stimulation de la sécrétion de bile et de la chasse biliaire, donc ce qu'on appelle les fonctions cholérétiques et cholagogues. On a aussi 2 autres produits qu'on peut utiliser, qui sont le Drainazor. Alors, moi, j'aime bien ce produit parce que c'est un drainage profond. On va drainer à la fois le foie, la vésicule biliaire et le pancréas. Ça permet de remettre aussi les fonctions digestives en route quand on sent que le système digestif est un petit peu à la rame. Et puis, ça permet de nettoyer. Si on a fait une cure détox juste avant, ça permet de bien remettre en circulation et d'évacuer les toxines qui ont été sorties du foie. La fumeterre, quant à elle, travaille beaucoup sur le foie, mais aussi la peau, particulièrement quand on a de l'eczéma ou le teint brouillé. Et puis, donc, a aussi des vertus dépuratives. Donc, pour traiter la diarrhée, donc je vous rappelle, plus de 3 sels molles ou liquides par jour. Alors, si c'est une diarrhée aiguë, style intoxication alimentaire, tourista ou une gastro, bon, là, il n'y a pas à tortiller. Il faut d'abord commencer par consulter. Bien entendu, il faut se réhydrater parce que sinon, on risque fort de se déshydrater. Et puis, donc, on va mettre en place une petite diète. Alors, le plus connu, c'est le riz blanc, c'est vraiment le plus simple. Des carottes cuites pour se reminéraliser un petit peu. Ce qui marche assez bien dans le cas des diarrhées, c'est l'argile blanche ou bien le charbon végétal. Ça permet de calmer les irritations et d'absorber le surplus d'eau. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis, bien sûr, des probiotiques bien choisis avec de la levure de bière notamment. Dans le cas des diarrhées chroniques, ça, j'en vois vraiment très régulièrement. Ça peut être dans le cas de pathologie, mais pas que. Pour les personnes qui sont sous stress intense, elles peuvent être sujettes à des diarrhées chroniques. Et bien là, franchement, la solution, c'est avant tout d'identifier la cause. Ça va être difficile de mettre en place des solutions sans savoir précisément pourquoi on a des diarrhées chroniques. Alors, quelques petites solutions quand même. Si vous aimez bien la gémothérapie, je vous recommande le noyer, qui est un très bon régulateur du transit. Si c'est une diarrhée qui est plus d'origine de stress, donc d'origine nerveuse, on pourra essayer l'huile essentielle de mandarine verte, qui est connue à la fois pour ses propriétés relaxantes, là c'est vraiment ultra connu, mais aussi qui va permettre de réguler le transit. Vous pouvez la prendre par voie orale sans problème. Vous la mettez sur un petit support oral, vous prenez 1 à 2 gouttes 3 fois par jour jusqu'à amélioration des symptômes. Dans le cas de diarrhée dont l'origine est le stress, on a une plante aussi qui est très intéressante, qui est la camomille romaine. Alors, sa fonction première, sincèrement, c'est qu'elle est antispasmodique, mais elle a aussi une affinité, un tropisme hépatique, et en plus, elle est anti-inflammatoire. Donc, si ce sont des diarrhées qui sont dans le cadre de MICI, vraiment, la camomille romaine a tout son intérêt. La salicaire, c'est une plante qui permet de travailler là aussi sur les diarrhées, et notamment quand on a des infections au niveau des intestins. Elle permet de régénérer la muqueuse intestinale. Et la propolis, associée avec la propolis, je trouve que c'est très intéressant dans le cadre de ces pathologies parce que la propolis a une action vraiment anti-inflammatoire des muqueuses. Donc, on peut vraiment associer les deux, propolis et salicaire. Au niveau du syndrome de l'intestin irritable, comme je vous disais là aussi, il faut identifier la cause. Il peut y avoir vraiment plein de causes possibles. Donc, en premier lieu, moi, je vais avoir tendance à donner des conseils alimentaires, essayer d'aller vers une alimentation qu'on appelle hypotoxique. Donc, alors régime, je dis toujours régime, mais ce n'est pas vraiment un régime, ce sont de l'hygiène alimentaire de type méditerranéen ou de type cétogène. Le mieux, c'est vraiment d'identifier avec un thérapeute formé quels sont les meilleurs conseils alimentaires à mettre en place.
éviter de mettre en place trop de restrictions parce que finalement, en fait, ça devient trop sélectif pour l'intestin qui n'arrivera plus à terme à tolérer d'autres aliments que ce que vous avez mis en place. Évidemment, au moins le temps de la crise, il faut éviter les aliments qui sont mal tolérés si vous avez réussi à les identifier ou si vous avez réussi à faire une prise de sang pour les identifier. Alors souvent, ce qui marche bien, c'est de mettre en place une alimentation sans FODMAPs ou avec un minimum de FODMAPs. Donc, vous voyez, je vous ai mis un petit exemple d'aliments qui contiennent beaucoup de FODMAPs. Alors, les FODMAPs, ce sont en fait des sucres fermentescibles qui peuvent causer des irritations au niveau de l'intestin. Alors, c'est assez contraignant en fait de faire un régime sans FODMAP et l'objectif n'est pas du tout de faire ça ad vitam aeternam. Il faut vraiment faire une éviction totale, puis réintégrer assez rapidement quelques aliments, mais un à un pour vraiment voir quels sont ceux qui posent problème. Bien entendu, on va doser les fibres et on va doser la boisson, surtout si on est dans un contexte de constipation. Et puis, on va essayer de manger calmement, de mâcher, de bien insaliver et de boire plutôt en dehors des repas. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les conseils alimentaires. Au niveau micronutritionnel, eh bien, on a notamment la vitamine D qui a une action très bénéfique sur la muqueuse, donc la vitamine D3. On peut prendre des probiotiques ou des symbiotiques, donc pré- et probiotiques, qui vont permettre de rétablir l'équilibre au niveau du microbiote. Si on a des problèmes au niveau digestif, avec une digestion qui est ralentie, qui ne fonctionne pas correctement, donc on peut recourir à des plantes qui vont permettre de faire un drainage et de relancer le système digestif. Donc, on a déjà vu le Drainazor. Petit zoom sur le pissenlit, c'est une plante qui est surtout connue pour être diurétique, mais finalement, c'est un draineur qui est très général. Alors, travaille sur les reins, bien sûr, mais aussi sur le foie, sur la peau, et qui permet aussi de prévenir tout ce qui est calcul biliaire et rénaux. La fumeterre, j'en ai déjà dit un petit mot tout à l'heure. Vous vous souvenez, donc, elle est hépatotrope, donc vraiment tropisme au niveau du foie. Elle est digestive et elle est antispasmodique. Donc, elle est vraiment indiquée aussi dans ce syndrome de l'intestin irritable. Si on veut calmer le système digestif, on peut recourir au fenugrec. C'est un tonique au niveau digestif. Donc, lui, il va vraiment participer à la relance de la fonction digestive. Et d'ailleurs, c'est une très belle plante pour relancer l'appétit. Elle est également hypoglycémiante. La mélisse, quant à elle, la camomille romaine, donc c'est une plante qui est digestive, on l'a déjà vu, elle est calmante, elle est antispasmodique. Et donc la mélisse, elle aussi est calmante, elle permet de traiter notamment tout ce qui est somatisation au niveau du système digestif quand on a du stress. Donc, si on cherche toujours à calmer son système digestif, on peut recourir à des huiles essentielles. Vous en voyez quelques-unes ici. Donc, les plus connues, c'est le basilic et l'estragon qui sont antispasmodiques. L'amande poivrée, elle est digestive et la camomille noble, elle est plutôt calmante. Donc, voilà une belle synergie qu'on peut faire et qu'on peut s'appliquer sur l'abdomen. On peut contribuer à l'équilibre acido-basique du tube digestif. Alors ça va permettre de contribuer au bon fonctionnement des sécrétions digestives par l'intermédiaire de la luzerne. On peut diminuer l'inflammation par l'intermédiaire du curcuma, qui est un anti-inflammatoire assez polyvalent, et notamment au niveau intestinal, mais pas que, ça travaille aussi sur les articulations et les tendons. Et puis, bien sûr, la gestion du stress, qui est vraiment primordiale si c'est une cause que vous avez identifiée au niveau de votre syndrome de l'intestin irritable. Donc, je vais encore rapidement parler de l'hyperperméabilité intestinale. Donc, ici, les causes, donc, vous vous souvenez, qui sont alimentaires, notamment, et puis médicamenteuses. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir manger si on veut épargner les intestins? Donc, on va essayer de diminuer au maximum tout ce qui est sucre, les acides trans issus des aliments industriels et transformés, le gluten, les laitages. Alors là, j'ai mis selon sensibilité parce que tout le monde n'est pas égal devant les laitages, et les viandes rouges, particulièrement inflammatoires. On va essayer de concentrer dans son alimentation des pré- et probiotiques, donc des fibres et des bonnes bactéries. Mais là, pareil, c'est vraiment à doser selon sa propre sensibilité.
Les oméga 3 que l'on va trouver dans les poissons gras, dans les huiles de noix, de colza, dans les graines de lin, qui vont permettre de travailler sur la paroi intestinale, donc les membranes, et qui ont une action anti-inflammatoire. On peut aussi consommer du collagène qui va participer au renouvellement de la paroi, donc notamment par l'intermédiaire de bouillon d'os. Et puis, on limite au maximum et autant que faire se peut son exposition aux toxiques comme les médicaments, les antibiotiques, les anti-inflammatoires, les corticoïdes et les fumées, que l'on soit en tabagisme actif ou passif. Alors, il y a un nutriment qui est très connu dans l'hyperperméabilité intestinale, qui est la glutamine. Donc, la glutamine, on la trouve dans les protéines animales et on la retrouve aussi dans des compléments alimentaires. Elle permet de renouveler l'épithélium, donc la paroi intestinale, et elle permet de travailler sur l'étanchéité. On a un autre composé qui s'appelle le butyrate, qui est issu de phos, donc là, qui sont des sucres à courte chaîne. Donc, en gros, retenez que ce sont des fibres solubles qui permettent de participer au renouvellement de la perméabilité intestinale. Des micronutriments, des phospholipides dont on a déjà parlé juste avant. Et puis, donc, au-delà du curcuma, on a aussi le Boswellia serrata qui est très documenté comme étant très anti-inflammatoire au niveau digestif, qui est vraiment une plante qui est recommandée dans le cadre des MICI ou de l'hyperperméabilité intestinale. Alors, un dernier petit mot sur les MICI. Quels sont les conseils? Bien entendu, conseils qui accompagnent des consultations chez des thérapeutes, enfin dans une médecine plus conventionnelle. Prendre des petits repas réguliers pour rendre la digestion plus agréable. Manger des fruits et légumes plutôt cuits et alors vraiment à limiter plus pendant les crises. Bien boire, mais surtout pas de café, de boissons gazeuses et d'alcool. Apprendre à gérer son stress parce que ce stress, il entretient la maladie et puis il diminue le seuil de tolérance à la douleur. Avoir une activité régulière mais modérée, pas trop intensive. En aromathérapie, on a notamment le cistelladanifère qui est très connu, mais aussi le géranium, l'origan compact et la verveine. Donc, ces 4 huiles ont vraiment une action synergique que l'on peut prendre par voie interne en cure, donc jamais prendre des huiles essentielles sur une durée trop longue, pour travailler sur l'inflammation et sur le renouvellement et la régénération des muqueuses. La Boswellia serrata dont j'ai déjà parlé, et la glutamine, alors qu'on ne va utiliser que dans le cadre de la maladie de Crohn, surtout pas dans le cadre de la rectocolite hémorragique. En complément, on peut recourir à des probiotiques, donc les l'inulac dont j'ai déjà parlé, les oméga 3 pour leur fonction renouvellement cellulaire et anti-inflammatoire, la vitamine D, pareil, qui va participer au renouvellement des muqueuses, le curcuma pour son côté anti-inflammatoire. Et enfin, donc des plantes qui vont travailler à la fois sur l'inflammation et la diarrhée. Donc, on a le cassis qui est un anti-inflammatoire très polyvalent, cortisone-like. La camomille romaine, vous vous souvenez, j'en ai déjà parlé pour son côté antispasmodique. Et la salicaire qui, elle, va travailler vraiment sur la diarrhée. Et voilà, donc j'ai terminé cette présentation bien dense. J'espère que je ne vous ai pas perdu et que ça vous a apporté des éléments utiles pour vous aider soit à gérer vos propres problèmes au niveau intestinaux, soit pour accompagner vos consultants. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, Françoise et moi sommes à votre disposition. On dispose d'encore un petit peu de temps. Donc, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Bah, écoute, ta présentation était tellement complète que pour l'instant, il n'y a pas une seule question. Bon. J'ai trouvé ça très intéressant et Dieu sait que j'avais vu déjà ton PowerPoint, mais avec les explications qui complètent le diaporama, c'est génial. D'ailleurs, c'est ce qu'une personne a mis en commentaire. C'est vrai qu'on n'insiste pas assez sur, et tu l'as dit dès le début, on n'insiste pas assez sur la mastication qui permet de libérer
un certain nombre de sucs digestifs. Oui. Et vraiment, ça… Et de soulager, c'est-à-dire d'éviter vraiment de fatiguer le système digestif, voire de l'endommager. Oui, c'est vraiment indispensable de penser à manger dans le calme, à mastiquer correctement. C'est vrai qu'on le voyait sur un schéma aussi quand tu expliquais les différences entre l'intestin grêle, enfin le côlon, etc. Sur le schéma, tu expliquais bien à quel point, au fur et à mesure que l'aliment avance, il y a l'acidité qui diminue. Et Tout à fait. c'est quelque chose qui est important parce que, il y a beaucoup de troubles aussi qui sont liés à ces troubles de l'acidité. Ça fera l'objet d'un autre webinaire puisque on s'était posé la question. Il y a l'estomac qui peut être enflammé, il y a le foie qui peut être enflammé. Tout à fait. Et souvent, ce sont des déséquilibres aussi par rapport à cette acidité où on essaye tellement d'enlever l'acidité au niveau de l'estomac et ça pêchera après au Absolument. niveau des premières digestions dans l'intestin grêle. Mais ça fera l'objet de… Tu auras encore beaucoup de choses à dire. Oh là oui, c'est sans fin. Voilà. Donc, je vais juste regarder au niveau des questions s'il y a des choses à répondre. Juste un petit instant, le temps de parcourir. Il y a beaucoup de merci, hein. Alors, il y a juste une question. Quel probiotique peut-on donner à quelqu'un qui n'a plus de côlon? Euh, alors, Bonne question. Et dans quel objectif, en fait? alors je suis en train de regarder. Si les intestins ont une enveloppe très épaisse, cela peut être un signe de maladie de Crohn. Ok. J'ai une question concernant le mucus. Est-ce qu'il peut y avoir des questions un petit peu plus précises? Alors, y a-t-il des choses spécifiques pour agir sur une production accrue du mucus? Tiens, en fait, il faut déjà comprendre pourquoi, d'où vient cette production accrue de mucus. En tout cas, pour agir sur une production du mucus, j'ai pas de réponse comme ça. Ouais, moi non plus. En fait, Euh, il faut déjà comprendre d'où vient. Il y a forcément une raison pour laquelle il y a une production accrue de mucus. Donc là, quand il y a du mucus en excès dans les selles, voilà, c'est toujours un signe qu'il faut, voilà, il faut essayer de comprendre d'où vient ce mucus. Et donc, du coup, moi, j'aime pas donner une solution comme ça sans comprendre quelle est l'explication, quoi. alors, la personne met, je suspecte un intestin un peu inflammé. Alors oui, tout à fait d'accord. C'est-à-dire que les mucosités peuvent être beaucoup, beaucoup plus importantes en cas d'inflammation. C'est la même chose d'ailleurs au niveau des poumons. Selon une alimentation trop riche en gluten, en fromage, par Absolument. exemple, en aliments lactés, on crée effectivement beaucoup plus de mucosité. C'est des Donc, cols en fait, c'est des déchets ça, qui peuvent aussi apparaître sous forme de pertes au niveau vaginal, qui peuvent apparaître sous forme de glaire ou sous forme de mucus au niveau du nez. Donc ça peut laisser penser effectivement à une réaction inflammatoire avec une production plus de déchets. Donc là, on aura tendance à travailler d'abord sur le foie. Enfin, tu me corriges si je me trompe, Françoise, mais c'est ce que j'aurais tendance à conseiller pour déjà essayer de soulager le foie et qu'il puisse faire remplir sa fonction d'évacuation des déchets. oui, oui, le foie, effectivement, modifier momentanément son alimentation pour qu'elle ne soit pas, en tout cas, inflammatoire. La personne qui posait la question tout à l'heure sur les probiotiques, en fait, Oui, elle précisait que quand il n'y a plus de côlon, le but c'était effectivement, est-ce qu'il y a des probiotiques à conseiller pour favoriser du coup une meilleure assimilation, je suppose, des aliments au niveau de l'intestin grêle.
Alors, bon, honnêtement, des bactéries que l'on peut ingérer, il y en a vraiment énormément. D'ailleurs, là, depuis récemment, je me suis fait carrément un tableau pour essayer de rassembler quelle souche sert à quoi. J'aurais tendance à dire, quand on ne connaît pas trop bien, de prendre vraiment une synergie de probiotiques à visée digestive. Alors, bon, ça semble un peu évident, mais ça permet en fait de cibler les bactéries de manière à ce que on travaille plutôt sur la sphère digestive et donc absorption des nutriments plutôt que la sphère immunitaire, puisque donc, vous vous souvenez hein, des fonctions du microbiote. On a la sphère immunitaire, on a aussi la sphère métabolique et on a la sphère neurologique. Enfin, et donc j'aurais tendance à dire d'aller plus vers un symbiotique qui sera à visée digestive. Mais après, vous donner des noms comme ça de bactéries ou de probiotiques, c'est un petit peu compliqué, quoi. Dans tous les cas, je serais tentée de varier les souches de probiotiques. Oui. Ça, c'est vraiment une règle de ne pas rester que sur une ou deux souches, quelles qu'elles soient, surtout s'il n'y a plus de côlon et qu'il faut vraiment apporter des probiotiques au niveau de l'intestin grêle. Donc, la règle, ce serait vraiment de prendre des probiotiques sur une certaine durée, minimum 2 mois, et d'alterner régulièrement les prises. Minimum, minimum. Voilà, minimum, tout à fait. Surtout quand il n'y a plus de côlon. Voilà. Il y a une question, alors ça c'est toi qui pourras y répondre. Pouvons-nous avoir accès au tableau? Quelle souche sert à quoi? Je ne sais pas s'il est finalisé ton tableau. Non, 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 il est en cours de. C'est un outil que je suis en train de me faire pour mes consultations, en fait, pour bien conseiller mes clients, parce que c'est vrai que je travaille avec pas mal de labos, dont Soria, bien sûr. Hein. Et donc, pour les probiotiques, comme je sais que c'est très compliqué et que je lis pas mal d'articles sur le sujet, du coup, je suis en train j'ai gardé pas mal d'articles de côté et c'est un outil que je suis en train de constituer. Donc, c'est pas terminé. Voilà. Ce sera pour une prochaine fois. Voilà, pour une prochaine, effectivement. Écoutez, je crois qu'on est au bout des questions. J'étais vraiment ravie de t'écouter, Anne-Lise. C'était très, très Merci. pertinent et beaucoup, beaucoup de rappels. On oublie quelquefois tous les rôles des différents intestins. Donc, vraiment, un grand merci et je me joins à tous les participants parce que c'était très intéressant. Et je vous rappelle que nous le mettrons en ligne d'ici quelques jours sur la chaîne Soriavi que vous trouvez sur YouTube pour vous permettre de faire des rappels parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Oui. Et chaque pathologie amène ayant d'autres causes, automatiquement, on l'aborde autrement. Donc, un grand merci à toi, Anne-Lise, un grand merci à vous d'être toujours Merci à présent tous. pour nous écouter. On voit que tout ce travail que fait Anne-Lise et Anne-Dominique aussi dans ses webinaires, c'est des choses qui vous intéressent. Si vous avez d'ailleurs des demandes de webinaires sur certains Ah bah sujets, oui, euh, n'hésitez pas. Oui. on est à votre disposition parce que ça peut nous donner des idées de prochains webinaires. Donc, vous pouvez envoyer un mail sous info@soriavi.fr. Comme ça, on traitera peut-être le sujet qui vous tient à cœur. Merci beaucoup. Bonne journée encore. Merci, bonne journée à tous.